Ils étaient censés changer le visage de leur franchise, ils n'ont jamais répondu aux attentes placées en eux. On va parler aujourd'hui des 10 plus gros busts de ces 10 dernières années en NBA. Oui, ceux que nous allons évoquer, ce sont ces joueurs draftés haut, au minimum dans le top 10, mais dont le potentiel a explosé en vol une fois arrivés dans la ligue. Sur cette liste de 10 joueurs qu'on va vous dévoiler tout de suite, 7 ne sont même plus en NBA aujourd'hui, 2 peinent à se maintenir en tant que role-player, et un seulement dépasse les 20 minutes de moyenne par match. Pour la petite histoire, sachez d'ailleurs qu'il s'agit du seul numéro 1 de draft de cette liste, Markelle Fultz. Oui, le premier choix 2017 est toujours là, et c'est déjà un exploit tant il semblait y avoir peu d'espoir après ses 2 premières années dans la ligue. Pendant que les fans de Boston se réjouissaient de l'arrivée de Jason Tatum, sélectionné en 3ème position grâce au trade de leur premier choix juste avant la draft, ceux des Sixers avaient sous les yeux un first pick catastrophique. Ils semblaient avoir totalement oublié comment shooter, ce qui avait soulevé énormément d'interrogations sur ce qui avait bien pu se passer entre la Summer League et ses débuts officiels. Et puis les moqueries, vous n'imaginez même pas, il y a des compiles complètes de ses pires gestuels sur YouTube, et ce n'est pas beau à voir. Lui qui sortait d'une saison NCAA à plus de 23 points, 5 rebonds et 5 passes par match avec Washington, n'a joué que 14 matchs, avec un affreux 47% au lancer, lors de sa saison rookie, où il n'était déjà plus que l'ombre de lui-même. Il a fallu attendre décembre 2018 pour enfin avoir un diagnostic. Son mystérieux problème à l'épaule déformant totalement son tir venait en fait d'un syndrome du défilé thoraco-brachial, une compression nerveuse veineuse ou artérielle dans le passage entre les muscles du cou et des épaules. Il a été transféré à Orlando quelques mois plus tard, et après presque un an sans jouer, il est réapparu sur les parquets avec une gestuelle retrouvée. Suite à une saison 2019-2020 encourageante, puis un exercice 2020-2021 bien lancé, il a été stoppé ensuite par une nouvelle blessure, une rupture du ligament croisé du genou gauche, en janvier 2021. Depuis, il a encore réussi à revenir après un an d'absence, avec une production intéressante à la clé, mais qui reste irrégulière et surtout bien en deçà de ce qu'on attend d'un numéro 1. Excellent slasher, joueur athlétique, défenseur attentif et doté d'une bonne vision de jeu, il lui manque aussi toujours cette adresse qu'on avait pu entrevoir lors de sa dernière saison universitaire où il avait shooté à 41,3% à 3 points. Cette année, en 31 matchs, il n'a tenté que 11 tirs longue distance pour un seul réussi. Son genou gauche le prive aussi régulièrement de terrain depuis bientôt un an. À l'heure où l'on écrit ces lignes, ses moyennes en carrière en 7 saisons sont de 11,3 points à 47,2%, dont 27% à 3 points, 3,4 rebonds et 4,8 passes par match entre Philadelphie et Orlando. Mais un an avant Fultz, il y a eu Dragan Bender, sélectionné en 4ème position 2016 par les Suns. Ouais, les connaisseurs se rendront compte qu'il a été sélectionné 7 places avant un certain Domantas Sabonis. Sur le papier, Bender avait tout ce qu'il fallait pour être le parfait big man moderne, la taille, la polyvalence et les skills. Loué pour sa capacité à s'écarter, à courir en transition, pour son toucher, son footwork, mais aussi pour ses qualités athlétiques et de rebondeur, le croate de 2m13 et 18 ans à l'époque était souvent présenté comme le Porzingis 2.0 avant la draft. Danny Ainge, alors GM des Celtics, aurait d'ailleurs envisagé de le sélectionner en 3ème position. Il s'était rendu à Tel Aviv où il tournait à moins de 10 minutes par match en Euroleague et en Eurocup pour l'observer avant la draft. Finalement, il a opté pour Jaylen Brown et il a eu raison. Good call, Danny. Entre ses problèmes de confiance et d'agressivité, Bender a été clairement écarté des plans 2 ans seulement après son arrivée à Phoenix, l'équipe déclinant sa player option avant le début de la campagne 2018-2019. L'été suivant, il a tenté de rebondir à Milwaukee sans plus de succès, atterrissant même en G-League avant d'être coupé dès le mois de février. Sa carrière NBA s'est ensuite arrêtée au terme d'un 2e contrat de 10 jours chez les Warriors en 2020, avec qui il avait d'ailleurs enregistré son record personnel de 23 points, juste avant la suspension de la saison au moment du Covid. Lorsqu'il a signé son dernier contrat pro connu en Espagne il y a 2 ans, il ne cachait pas son envie de revenir un jour en NBA. Ses moyennes en carrière, 5,4 points à 39,9%, dont 32,3% à 3 points, 3,9 rebonds et 1,3 passes en 187 matchs. L'année suivante, heureusement, Phoenix a tenté de bien se rattraper, sauf qu'ils se sont encore ratés. Alors qu'ils avaient encore hérité du 4ème choix en 2017, les Suns se sont encore bien plantés, en optant pour Josh Jackson alors que De'Aaron Fox, Malik Monk ou encore Donovan Mitchell étaient encore disponibles. De top prospect, l'ex-star de Kansas est rapidement passé à joueur problématique en dehors du terrain. 4 mois avant la draft, il s'est retrouvé devant la justice pour une affaire déjà pas très rassurante. Lors d'une soirée, lui et un coéquipier s'en étaient pris à la voiture d'une joueuse de l'équipe de basket de Kansas, qui s'avérait être l'ex du dit coéquipier. Celle-ci a expliqué à la police qu'alors qu'elle était dans sa voiture, garée à l'extérieur d'un bar, Jackson lui aurait crié d'en sortir si elle ne voulait pas se faire tabasser avant que les deux ne s'en prennent au véhicule. Il n'a pas été suspendu et l'affaire a fini par être classée. Mais toujours avant la draft, il avait annulé son workout prévu avec les Celtics alors que le management et le staff étaient déjà en route pour le rencontrer à Sacramento. Danny Ainge n'aurait pas du tout apprécié et Boston a sélectionné Jason Tatum en 3ème position. Là encore, un très bon call de Danny. Parce que oui, après une bonne Summer League, Jackson s'est encore très vite fait remarquer pour ses débuts chez les pros. Il a par exemple pris une amende de 35 000 $ pour un geste inapproprié et menaçant envers des fans après avoir mimé un tir au pistolet à une main alors qu'il était en train de rejoindre le banc des Suns lors du 3ème match de la saison contre les Clippers. Il a signé une première campagne moyenne à 13,1 points par match avec une sélection de tirs douteuse, 41,3%, malgré quelques perfs au scoring. Quant à la défense, il ne fallait pas trop compter dessus. Son manque de fiabilité associé à ses soucis de comportement l'ont poussé vers la sortie. En mai 2019, il est arrêté
lors du festival Rolling Loud de Miami, pour avoir forcé à de multiples reprises l'entrée en section VIP en essayant ensuite d'échapper à la police. Dès le mois de juillet qui a suivi, les Suns lui ont dit bye bye en le transférant à Memphis, où il n'a pas non plus brillé par son professionnalisme. Envoyé en G-League, il a réussi à se faire suspendre pour violation du règlement de l'équipe. Free agent, il a ensuite signé à Détroit, avec qui il a retrouvé des stats équivalentes à celles de sa saison rookie, avant d'être envoyé à Sacramento l'année suivante. Les Kings l'ont à peine utilisé et ne l'ont pas prolongé. Coupé avant le début de saison par Toronto en 2022, il n'a depuis plus mis les pieds sur un parquet NBA. Signé par les Stockton Kings en G-League début 2023, il a été coupé 3 jours après. L'été dernier, en août 2023, on apprenait qu'il était cité dans une affaire d'agression sexuelle datant de 2022. Deuxième rescapé de cette liste des 10 pires busts de ces 10 dernières années, voici Marvin Bagley, the third. Il en est tout de même à sa 3e équipe depuis 2018, mais il a le mérite d'être toujours là. Il est même un bon joueur, il n'est tout simplement pas là où les Kings l'attendaient lorsqu'ils l'ont choisi en 2e position il y a déjà 6 ans. Et évidemment, on est obligé de rappeler que Sacramento l'a préféré à Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr. ou encore Shai Gilgeous-Alexander. Le premier souci qu'on peut évoquer le concernant, ce sont les blessures à répétition, mais il n'y a pas que ça. Le fait que son statut de numéro 2 de draft ne se soit jamais confirmé peut aussi s'expliquer par un jeu offensif très athlétique, mais assez limité en termes de skills, avec peu de qualité de shoot, de playmaking et peu de défense. Son utilisation très cadrée a aussi fait débat, et son papa s'est souvent un peu trop impliqué dans la critique permanente de ses différents coachs à Sacramento, ce qui n'a pas aidé non plus. Tout cela a mené à beaucoup de frustration des deux côtés, et cela s'est terminé en échec des négociations concernant une potentielle prolongation de contrat. Avant le début de saison 2021-2022, l'équipe a annoncé à l'ancien Duke qu'il ne ferait pas partie de la rotation. Il a été transféré à Détroit quelques mois après, où il a re-signé pour 3 ans et 37,5 millions de dollars après des débuts encourageants avec la franchise. Les blessures sont ensuite revenues toquer à sa porte, et le voilà aujourd'hui à Washington depuis janvier. Il y tourne à 13,5 points, 8,6 rebonds et 1,5 passes par match en 25,2 minutes. Jarrett Culver fait lui partie de ceux qui ont disparu de la circulation, ou presque. Après avoir mené Texas Tech à une toute première apparition au Final Four, il a connu une fin de tournoi compliquée, 8 sur 34 au tir sur les 2 derniers matchs, dont un 5 sur 22 en finale, avant d'être appelé en 6ème position de la draft 2019 par Phoenix. Mais juste avant la draft, les Wolves, qui avaient le 11ème choix, avaient réussi à récupérer le numéro 6, appartenant, vous l'avez compris, à l'origine aux Suns. Il se murmure que Gerson Rosas, le GM de Minnesota à l'époque, espérait avec ce choix numéro 6 pouvoir récupérer Darius Garland. Sauf que celui-ci a finalement été choisi en 5, par Cleveland. Culver, swingman d'1m98 qui sortait d'une année à 18,5 points, 6,4 rebonds et 3,7 passes par match, a donc rejoint le rang des Wolves. Sur sa première saison, il a tourné à 9,2 points, à 39,5%, 3,4 rebonds et 1,7 passes de moyenne, avec une pointe à 26 points. Rosas, ancien des Rockets, voulait une équipe focus sur les 3 points et les lay-ups, mais sans avoir l'effectif de shooter qui va avec, ce fut compliqué. Culver, en grosse crise de confiance, n'a pris que 12 tirs à 3 points sur toute la saison, sans pouvoir s'exprimer sur le registre mi-distance qu'il affectionnait davantage. Avec un premier pas et des qualités athlétiques moyennes, il n'était pas très solide sur ses drives, lent sur ses rotations, et il avait souvent l'air un peu perdu sur le terrain, notamment en défense, un domaine où il était pourtant attendu. Son temps de jeu s'est réduit de 10 minutes par match entre sa première et sa 2e saison, et sa campagne sophomore s'est terminée sur une opération de la cheville. Transféré à Memphis l'été suivant, il n'a pas été conservé, et a dû se contenter d'un two-way contract aux Hawks l'année dernière, avant de se résoudre à signer en G-League début 2023. Depuis, il évolue toujours au Rio Grande Valley Vipers en G-League, où il s'épanouit davantage, avec des moyennes de 20,5 points à 45,8% au tir, 6,4 rebonds, 3,3 passes et 2 interceptions cette saison. Troisième du trio de Survivor de la liste, James Wiseman, le 2e choix 2020 derrière Anthony Edwards, et devant la Melo Ball. Difficile de s'imposer en débarquant dans une équipe comme Golden State, aux ambitions élevées. Difficile aussi de se développer en ne jouant que 43 matchs sur ses 2 premières saisons suite à une opération du genou à la fin de sa saison rookie. D'autant qu'il faut s'en rendre compte, ils sont rares les 7-footers ne shootant pas à 3 points qui réussissent à se faire une place dans la NBA d'aujourd'hui. Et quand c'est le cas, il faut se démarquer par d'autres qualités, comme la défense. Or, le jeune pivot aux 3 matchs NCAA ne s'est pas révélé être le rim protector que son envergure de 2m28 pouvait laisser espérer. Et là, on ne parle même pas de sa fâcheuse tendance à enfiler des œillères après avoir insisté pour avoir des touches de balle au poste, ni même de son manque global de vision de jeu. Les Warriors ont eu beau saluer son talent et son approche des choses, ils ont préféré s'en séparer à la deadline de 2023, alors qu'il ne jouait à ce moment-là que 12,3 minutes par match dans la rotation de Steve Kerr. Sauf que même à Détroit, où il évolue derrière un Jalen Duren, 13e choix 2022, qui monte, Wiseman ne s'impose pas. Pour le moment, sa trajectoire de numéro 2 de la draft ressemble donc plus à celle d'un Derrick Williams ou d'un Hashim Thabit plutôt qu'à celle d'un Lamarcus Aldridge ou d'un Chet Holmgren. Rappelez-vous aussi de Jabari Parker, sélectionné en 2e position de la draft. C'était en 2014. Aujourd'hui, l'ancien des Bucks n'a que 29 ans, mais cela fait déjà plus de 2 ans qu'on ne l'a plus vu fouler un parquet NBA. Bon, lui non plus n'a pas eu de bol au niveau des blessures, mais encore une fois, cela n'explique pas tout. Avec son profil de gros scoreur rebondeur, il n'a pas fait beaucoup d'étincelles lors de ses débuts, avec des moyennes de 12,3 points et 5,5 rebonds par match sur ses 25 premières rencontres, avant de se faire une première rupture du ligament croisé antérieur au mois de décembre. Revenu à la compétition un peu moins d'1 an plus tard, il a signé une bonne 2e partie de saison, avant de vraiment monter en puissance lors de sa 3e année, avec des moyennes de 20,1 points, 6,2 rebonds et 2,8 passes. Mais encore une fois, une rupture du même ligament croisé du même genou est venue mettre un terme à sa saison. Après
après 51 matchs seulement, en février 2017. Parker est revenu un an plus tard, alternant toujours le bon et le moins bon, avec des moyennes globales, et notamment au niveau du temps de jeu qui était largement en baisse. C'est comme ça que les Bucks l'ont laissé filer à Chicago dans la foulée, sans s'aligner sur les 40 millions de dollars sur 2 ans proposés par les Bulls. Irrégularité, surpoids, faible intérêt pour la passe et désintérêt total pour la défense, tout ça ne l'a pas aidé. Pas très chaud pour sortir du banc, Parker a quand même dû s'y plier, et s'est bien fait remarquer fin 2018 quand il a sorti, lors d'une interview radio, que les joueurs NBA n'étaient pas payés pour défendre, mais pour scorer. Après quelques bonnes perfs en début de saison, il est écarté de la rotation quand Fred Hoiberg prend la suite de Jim Boylan au coaching, et que Bobby Portis revient de blessure. À partir de là, il va enchaîner les équipes de façon express, avec un trade à Washington début 2019, une signature à Atlanta l'été suivant, un trade à Sacramento, puis une signature à Boston en 2021, son dernier stop en NBA. Ceci dit, depuis, il a rebondi en Europe, et cette saison, il tourne à 10,1 points à 45,3% et 4 rebonds de moyenne en Euroleague avec le Barça. Parlons maintenant de Jahlil Okafor, 3ème choix 2015 derrière Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, par les Sixers. Ces Sixers, qui sortaient d'une saison à 15 victoires, ont réussi l'exploit de n'en décrocher que 10 pour la saison rookie de Jahlil. Bon, il faut dire aussi que l'environnement à l'époque à Philadelphie était loin d'être le meilleur pour se développer dans de bonnes conditions. Pivot de 2m08 au jeu à l'ancienne, qui s'est là encore vite retrouvé daté dans la NBA moderne où on demande aux grands de savoir shooter, courir, passer, sauter et switcher sur tout le monde, le garçon, au talent certain, en témoignent ses 26 points, 7 rebonds et 2 contres pour son tout premier match NBA contre Boston, s'est en plus illustré par quelques soucis extrasportifs très tôt dans sa carrière. Il a par exemple été suspendu 2 matchs avant même d'atteindre les 20 rencontres disputées, après s'être battu à 2 reprises dans les rues de Boston lors des déplacements de l'équipe. Après 53 matchs pour des moyennes de 17 points à 50% au tir, 7 rebonds et 1 contre par rencontre, sa saison a pris fin sur une petite rupture du ménisque du genou droit. Il a terminé 5ème des votes pour le titre de rookie de l'année, attribué cette année-là à Andrew Wiggins. Doucement réintégré par la suite, il a sorti quelques bonnes perfs à la fin de sa saison sophomore, mais celle-ci, cette fois-ci, s'est terminée après 50 matchs seulement, pour cause de douleurs au même genou. La dégringolade s'est poursuivie, sa condition physique s'est dégradée, et le divorce est arrivé avec les Sixers, qui n'ont pas voulu valider sa 4ème année de contrat, après sa saison à 11,8 points et 4,8 rebonds de moyenne. S'en est suivi un court passage à Brooklyn où il est arrivé hors de forme, puis une signature à New Orleans en 2018. Une blessure d'Anthony Davis lui avait permis de s'illustrer, avec plusieurs doubles-doubles à plus de 20 points et 10 rebonds, et même un match à 30 points contre les Warriors en fin de saison. Cependant, son utilisation sur ces 2 saisons aux Pels est restée très limitée, avec 15 minutes de temps de jeu en moyenne. Jahlil a ensuite signé à Détroit, où il a participé à 27 matchs, avant d'être transféré à Brooklyn, qu'il a coupé dans la foulée, comme Atlanta, juste avant le début de la saison 2021-2022. Depuis, il a beaucoup bourlingué entre la Chine, le Mexique, l'Espagne et plus récemment Porto Rico. Et maintenant, le 8ème choix 2017. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était Frank Ntilikina, appelé par les Knicks. À 18 ans, le Strasbourgeois a été propulsé sur l'une des plus grandes scènes du monde du jour au lendemain. Déjà, sachez que ce ne sont pas ses stats individuelles qui ont poussé Phil Jackson, alors président à New York, et son staff à le sélectionner aussi haut. À ce moment-là, le Français sortait d'une année à 5 points, 2 rebonds et un peu plus d'une passe de moyenne en LNB. D'ailleurs, il n'avait pas pu effectuer de workout pour les Knicks car il disputait les playoffs au même moment. Non, ce qui s'est passé, c'est que le Zen Master a vu en lui un joueur d'équipe, formé à l'école européenne, qui peut et qui veut s'adapter à un système et qui fait passer le collectif avant tout. Ntilikina n'est pas un shooter, ni un énorme dribbleur, mais Jackson se dit qu'il pourrait bien se fondre dans son fameux jeu en triangle. Alors la draft venue, il laisse passer Dennis Smith Jr., Malik Monk ou encore Donovan Mitchell, comme beaucoup avant lui. Sauf que, vous vous en rappelez, moins d'une semaine après la draft, Phil Jackson est démis de ses fonctions par les Knicks. Steve Mills a pris la suite, avant Scott Perry, puis Leon Rose. Tout cela en l'espace de seulement 3 ans. Cette instabilité a fini par se retrouver dans l'utilisation et la production de Ntilikina, qui se démarque régulièrement par sa grosse défense, mais qui peine à s'imposer en attaque, parce que trop timide. Entre temps de jeu fluctuant, changement de coach et rumeurs de transfert, il a finalement tenu 4 ans à Big Apple, pour des moyennes de 5,5 points à 37% au tir et 32% à 3 points, 2 rebonds et quasiment 3 passes par match en 211 matchs disputés, et un peu plus de 19 minutes par rencontre. Oui, ne nous mentons pas, on est très loin de ce que l'on peut normalement attendre d'un numéro 8 de draft. Laissé libre en 2021, il a ensuite signé pour 2 ans à Dallas, où on l'a utilisé pour ses fortes séquences défensives. Mais là encore, ce n'était pas ça au niveau de l'efficacité en attaque. Son contrat terminé, il a dû patienter de longs mois. On parlait même d'un éventuel retour en France, avant de finalement décrocher un nouveau contrat NBA, à Charlotte. Malheureusement pour lui, l'aventure a été de courte durée, puisqu'il s'est fracturé le tibia dès le mois d'octobre et n'a pu prendre part qu'à 5 matchs avant d'être coupé suite au move effectué par l'équipe lors de la deadline des transferts. Il explorerait actuellement ses options en Europe, dans le but d'être considéré pour les Jeux Olympiques de Paris. Killian Hayes a lui été coupé au même moment par Détroit, et bien plus tôt dans sa carrière. Le 7ème choix 2020, qui arrivait au bout de son contrat rookie, a eu sa chance aux Pistons, mais il n'a pas été au niveau de sa sélection. Après une saison à 12,8 points, 2,3 rebonds, 6,2 passes et 1,5 interceptions par match avec Ulm en Eurocup, l'ancien Scholte n'a d'abord pas eu de bol, en se blessant à la hanche après seulement 7 matchs disputés en tant que rookie. À son retour, 4 mois plus tard, il est sur courant alternatif, et ce sera finalement le cas pendant ses 4 ans passés dans le Michigan. Malgré un temps de jeu stable et assez élevé de 26 minutes de moyenne sur ses 4 années, et 145 matchs sur 210 démarrés en tant que titulaire, le natif de Floride pouvait passer du tout au tout d'un jour sur l'autre. Même s'il a pu signer quelques beaux coups d'éclat, ses 38% de réussite au tir en carrière et son irrégularité sont bien venus plomber le tableau.
Loin d'être le plus explosif ou le plus adroit, le gaucher de 22 ans aux grosses qualités défensives et de playmaker compte tout de même 13 matchs à minimum 20 points en carrière, dont des pointes à 28 et 26 points en 2023. Ceci dit, sur 4 ans, ça reste léger, et globalement, son manque de progrès sur ces 4 saisons explique ce choix radical des Pistons, surtout au shoot, comme l'a détaillé le GM Troy Weaver après le départ du français en février. Il n'a pas mâché ses mots et explique que ça n'a pas marché juste à cause de son shoot. Comme il le dit, quand tu es un arrière en NBA, tu dois mettre tes shoots, et plus tu joues loin du panier, plus tu dois être skillé, ce qui a peut-être manqué, en tout cas à ses yeux, à Killian Hayes. Pour finir, on aurait pu aussi vous parler de Nick Stauskas, 8ème choix 2014, plus connu pour son surnom Sauce Castillo que par ses exploits sur le terrain. Il y a aussi Thon Maker, 10ème choix 2016, que Kevin Garnett voyait comme un futur MVP, Emmanuel Mudiay, 7ème choix 2015, qui joue à Porto Rico, Marquise Chris, 8ème choix 2016, qui a passé 2 ans sans jouer avant de reprendre en G-League le mois dernier. Mais il y a aussi Mario Hezonja, 5ème choix 2015, qui n'a jamais trouvé sa place en NBA, Kevin Knox, 9ème choix 2018, Mo Bamba, 6ème choix 2018, Stanley Johnson, 8ème choix 2015. Les exemples sont nombreux. N'oublions pas que la draft reste un recrutement sur le potentiel qui s'apparente souvent à un pari, une loterie. Il est donc normal de ne pas toujours réussir à viser dans le mille, tant le nombre de facteurs qui vont peser dans la réussite ou non d'un joueur sont nombreux. On aurait pu aussi vous parler de noms en provenance de drafts plus récentes, mais pour eux, on va laisser le temps au temps avant de parler de bust. N'empêche que ça nous intéresse, dites-le nous en commentaire. Pour vous, quels sont les joueurs draftés dernièrement qui ne répondront pas aux attentes placées en eux, et qui pourraient intégrer un tel ranking dans quelques années? Lâchez-vous, on a envie de lire ça très vite. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.